Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien qui vous parvient tous les jeudis quand il est 21h en temps universel. Nous recevons sur ce plateau M. Balamoussa Konaté, il est ingénieur en pont et chaussée. Et ce soir, nous allons parler des différentes inondations que la ville de Conakry a enregistrées, mais aussi la dégradation des routes de Conakry, mais aussi de l'intérieur du pays. Nous allons parler également le rôle des ingénieurs dans la vie socio-économique de ce pays. Monsieur Balamoussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je voudrais saluer très respectueusement les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Monsieur Konaté, à votre avis, de façon très concrète, tout récemment on a vu justement une inondation dans la ville de Conakry, notamment à Kipé, à Bessia, presque dans tout Conakry. Et à votre avis, quelle peut être la cause réelle de ces inondations? Une fois de plus, je vous remercie. Il faut retenir que les inondations que Conakry vient de subir ces derniers jours, c'est vrai, ça relève des aléas de la nature. Mais les causes pouvaient être suffisamment, enfin, le dégât pouvait être suffisamment maîtrisé si notre ville était dotée depuis très longtemps d'un système d'assainissement digne de ce nom. Vous savez, Conakry devient de plus en plus une ville moderne, à voir tous ces bâtiments qui pointent, et les constructions routières, tant d'autres infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Je crois que la population aussi, avec toutes ses ambitions, est en train de s'accroître. Cela veut dire simplement que les problèmes majeurs qui font d'une ville une ville moderne se posent avec acuité, parmi lesquels il faut effectivement parler d'un système d'assainissement dans le vrai sens du terme. Donc, c'est quelque part le manque d'un système d'assainissement dans le vrai sens du terme. L'assainissement en tant que tel, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez faire allusion? L'assainissement des ordures ou dans quel cadre effectivement? Bon, quand je parle, c'est le technicien qu'il faut voir. Et selon nous, en tant que technicien, l'assainissement, ce n'est pas ce que vous appelez les ordures, ce n'est pas le ramassage des ordures. Ce sont des travaux en amont. Autrement dit, on peut parler de ramassage des ordures lorsqu'il s'agit de faire l'entretien, n'est-ce pas, des installations sanitaires. C'est dans ce cadre-là qu'on peut effectivement parler des ordures. Mais ce n'est pas en ramassant les ordures que vous appelez que vous avez fait l'assainissement. Justement, l'assainissement, une fois de plus, c'est l'ensemble des opérations techniques qui consistent par voie hydraulique à évacuer tout ce qui s'appelle les eaux usées. Une fois de plus, les eaux usées, on peut les classer jusqu'à 4. D'abord, il y a les eaux pluviales, qui sont saisonnières de façon globale. Saison sèche, saison de pluie. Bien qu'en Guinée, et particulièrement à Conakry, le régime hydrique est tel que, même au mois de mars, on peut toujours recevoir des eaux. Alors, il y a ce type d'eau usée qu'il faut traiter avec les règles de l'art. Ensuite, il y a l'autre volet d'eau usée qu'on appelle les eaux vannes ou les eaux noires, c'est-à-dire des eaux qui proviennent de nos WC. Ensuite, vous avez en troisième position les eaux qu'on appelle les eaux ménagères ou les eaux grises. Ce sont des eaux qui proviennent de la buanderie, qui proviennent des salles de bain, qui proviennent effectivement des cuisines. Alors, toutes ces eaux-là, dans les règles de l'art, doivent être traitées, neutralisées à travers des stations d'épuration avant de les mettre, donc de mettre ces effluents-là dans la nature. Alors, techniquement parlant, quand vous voyez Conakry avec tout ce qu'il y a comme urbanisation, vous devez quand même vous poser la question pourquoi jusqu'à présent ces systèmes-là ne sont pas fonctionnels. Quand je vous parle, je parle depuis des décennies. Alors, vous savez que Conakry, de plus en plus,
et surtout le centre-ville devient un pôle d'attraction. Alors, l'espace coûte donc très cher. Nous avons l'habitude de voir des caniveaux à ciel ouvert, ce qui est en tout cas fonctionnellement dépassé pour une ville comme Conakry. Non seulement pour les piétons, surtout dans sa composante les enfants, mais aussi sur le plan même exploitation de l'espace. Vous nous parlez des caniveaux à ciel ouvert. Est-ce que dans les conditions normales, tous ces caniveaux doivent être couverts? Bon, en réalité, je ne dis pas que les caniveaux doivent être tous couverts ou doivent rester à ciel ouvert. Ça dépend effectivement des zones. Je disais que la gestion domaniale dans le centre-ville est telle qu'aujourd'hui, tous les espaces sont à considérer. Je vous rappelais qu'il y a les enfants, il y a vraiment la vie collective, il y a la vie sociale pour être plus clair, dans les quartiers, etc. Donc, laisser les caniveaux à ciel ouvert ne convient plus, surtout à cause de l'exploitation rationnelle des espaces. Alors, vous voyez par exemple, au niveau du boulevard du commerce, entre le rond-point du port jusqu'au niveau de la banque centrale, vous constatez déjà que là-bas, il n'y a pas de caniveaux à ciel ouvert. Cependant, moi-même, j'avais participé à ce projet-là, à côté d'une entreprise qu'on appelle Soja Satom en 1991-92. C'est que là-bas, il y a des conduites souterraines. Quand vous regardez justement aux abords des bordures, vous constaterez effectivement qu'il y a des trous. C'est ce qu'on appelle, les ouvrages qui sont à ce niveau-là, on les appelle techniquement les avaloirs. Ce sont, n'est-ce pas, des ouvrages de réception des eaux. C'est le cas de Kaloum. Oui, et actuellement, ils sont en train de mettre ce système de conduite d'eau à la Kamaï. Certes, je ne suis pas allé voir. Mais, effectivement, ce sont des conduites souterraines qui ramassent les eaux qui ruissellent sur la chaussée. Vous savez, nous faisons des chaussées avec, à l'axe central, bombé, et les pentes sont dirigées vers les trottoirs. Justement, ça permet à l'eau, puisque quand on parle d'assainissement, cette fois-ci on parle du système de gravitation, c'est-à-dire les eaux circulent par leur propre poids et grâce à la pente. Donc ces eaux-là vont se retrouver dans ce qu'on appelle les avaloirs. C'est des ouvrages de réception, comme je disais, de recueillement de ces eaux-là. Une fois que les eaux circulent tout au long des bordures, effectivement, ça tombe dans ces ouvrages-là. Et puis, il y a tout un système de conduite. Je dis bien système parce que c'est important. Il ne s'agit pas seulement de tomber là-dedans. C'est qu'il y a un réseau maillé qui se trouve en profondeur et qui conduit jusqu'au point le plus bas qu'on appelle, cette fois-ci pour le cas de Conakry, la mer, l'océan. Donc, il y a à des endroits bien précis, il y a ce qu'on appelle les regards, des regards de visite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des saletés qui tombent dedans, et qu'à une certaine distance, on constate qu'il y a des problèmes, justement, le nettoyage dont on est en train de parler, en ramassant les ordures, consiste pour les techniciens de l'assainissement d'ouvrir les trappes, d'ouvrir les regards là, à travers les trappes, et pouvoir tirer ces ordures, de rentrer dedans, et puis, soit, parce qu'au niveau de chaque regard, il y a, n'est-ce pas, une certaine profondeur qu'on appelle de décantation qui peut aller jusqu'à 20 cm, ça dépend des cas. C'est-à-dire que les eaux peuvent passer, mais les objets durs comme les ordures là peuvent se maintenir en profondeur. Donc à des intervalles réguliers, on peut toujours venir visiter quand on constate que alors, le bassin de décantation qui est fait à l'intérieur du regard là est plein. On fait la cure pour ne pas que ces saletés là continuent. Bon, en plus, on peut même utiliser des hydrocureurs. Ce sont des machines, du moins des camions citernes qui ont des raccords qui peuvent aller jusqu'à 50-100 mètres, ça dépend des cas, qui ont des bouts pointus et on fait des jets d'eau pour pouvoir nettoyer à l'intérieur de ces conduites-là. Donc ça, ce sont des mesures très techniques. Pour que ces ouvrages-là marchent effectivement, il faudrait que à la surface,
que les ordures ne jonchent pas partout, sinon ce sont les ordures qui vont plutôt boucher l'entrée de ces avaloirs. Je crois que ce système-là existe dans la commune de Kaloum, du moins par endroit. Il s'agit de les réactiver, de réactiver ces ouvrages-là et même de densifier. Parce que l'espace coûte cher. Est-ce qu'on peut faire ça en haute banlieue? Parce que, vous le savez, lors de ces inondations, la banlieue a beaucoup plus souffert de toutes ces eaux que Conakry a connues. Bon, je vous ai dit que, vous savez, comme j'aime le dire souvent, nous les techniciens, nous sommes faits pour résoudre les problèmes cruciaux surtout que la nature impose aux hommes. Cependant, les hommes veulent se satisfaire à travers la nature. Donc, ce que je dis, c'est une des composantes de solution. Ce n'est pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire partout. On peut même faire des caniveaux à ciel ouvert. Mais pour faire des caniveaux fermés et même des avaloirs, effectivement, en amont, il faudrait que notre politique de nettoyage soit suffisamment renforcée. C'est-à-dire qu'à condition que ce ne sont pas des ordures qui sont traînées par les eaux pluviales. Parce que les conduits souterraines que je parle ne concernent pas seulement que les eaux pluviales, ça concerne aussi les eaux jugées des autres bords. Oui, mais la plupart, c'est les eaux pluviales qui provoquent ces inondations. Je suis d'accord avec vous, mais moi je suis en train de vous parler de l'assainissement dans sa globalité. Quand je vous disais qu'il y a 4 composants d'eau usée, la 4e, ce sont les eaux industrielles. Quand même, on ne peut pas parler ça dans les centres-villes, mais ce sont des eaux qu'il faut quand même neutraliser, surtout c'est des produits chimiques, avant effectivement de les mettre dans la nature. Alors, ça c'est le cas des conduites souterraines. Mais globalement, il y a ce qu'on appelle des égouts. Lorsque la quantité de ces eaux-là est assez élevée, surtout pour les eaux pluviales, on peut faire même le système d'égout. Je suis en train de vous parler pour les parties les plus critiques de la ville où on ne peut plus se permettre de faire des caniveaux à ciel ouvert. C'est le cas que je suis en train de vous dire. Donc, le système des égouts, il y a le système qu'on appelle l'égout unique et unitaire ou tout à l'égout. C'est-à-dire que c'est le genre d'égout qu'on fait souvent dans les grands centres urbains. Égout, concrètement, ce sont des conduites, telles que je suis en train de là, ce sont des conduites sous forme de buse en béton armé. Vous voyez, quand vous regardez souvent dans les films, dans les grands films américains ou français, vous voyez souvent qu'il y a les rats en souterrain. C'est-à-dire que les rats roulent dans certaines canalisations souterraines. C'est ça qu'on appelle... En forme de tunnel. Tunnel. C'est ça qu'on appelle les égouts. Les dimensions varient maintenant en fonction, effectivement, des caractéristiques hydrauliques. Autrement dit, le calcul hydraulique détermine, n'est-ce pas, la dimension de ces ouvrages-là. Donc, les égouts unitaires ou tout à l'égout consistent à non seulement utiliser les eaux usées de tous bords passent par la même conduite et jusqu'au niveau de la station d'épuration. Arrivé là-bas, eh bien, l'épuration est faite, on peut mettre maintenant à la nature. Voilà, Monsieur Konaté, parlons maintenant de la dégradation des routes à Conakry, en particulier de façon générale en Guinée. Pourquoi c'est seulement pendant la saison pluvieuse que les habitants s'aperçoivent effectivement de l'état des routes, de l'état de dégradation très avancé des routes à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays? Permettez-moi de répondre à votre question sur l'angle d'un technicien. Alors, vous voyez, on était en train de parler des inondations. C'est une ramification de la même question. C'est que, surtout à Conakry, dont il est question, il y a 2 types d'eau qui nous assaillent. Il y a effectivement les eaux qui tombent du ciel, qu'on appelle les eaux pluviales. Nous venons de parler du fait que nous ne faisons pas assez d'efforts pour les drainer. Il y a des caniveaux par-ci, par-là. Mais les caniveaux là ne se communiquent pas. Vous pouvez voir par exemple qu'on fait le nettoyage des caniveaux jusqu'à 200 mètres, 300 mètres, voire même 1 km, ça dépend. Mais à la fin, il y a l'impasse. C'est-à-dire que l'exutoire se trouve totalement un point haut par rapport à là où nous avons nettoyé. Alors les eaux vont se retourner. C'est l'éternel recommencement. Ensuite,
Il faut donc créer ce qu'on appelle le système d'assainissement. C'est quoi en termes de caniveau? C'est que c'est un réseau maillé. Hein? Les fils d'eau doivent travailler en harmonie. C'est-à-dire que les points bas existent. C'est comme la route. Vous savez que quand vous quittez votre domicile, vous avez votre voie piétonnière pour aller vers la voiture. Ensuite, vous prenez les routes du quartier qui sont relativement plus petites qu'on appelle les routes secondaires. Ensuite, il y a les artères principales jusqu'à chez vous. Est-ce que vous pouvez quitter directement de votre route de quartier et se retrouver dans votre bureau? Non, il faut passer par ça. Mais quand la route est barrée quelque part, il y a l'impasse. En ce moment, c'est la même chose pour les eaux. Ça, ce sont les eaux de ruissellement. En ce qui concerne maintenant les eaux en profondeur, comme je dis à Conakry, il y a trop de pluie. Il faudrait que pour faire les routes, qu'on fasse avant tout dans ce qu'on appelle les données de base techniques avant de monter un projet, qu'il faut accorder une grande importance à ce que j'appelle la géotechnique routière, à ce que j'appelle l'hydrogéologie, c'est-à-dire tenir compte effectivement du comportement de l'eau, même en profondeur. En matière de route, nous mettons les caniveaux. Nous pouvons même mettre les caniveaux à ciel ouvert. C'est ce qui nous arrange beaucoup. Pourquoi? Les caniveaux jouent le rôle de tampon. C'est-à-dire que quand nous faisons le toit au niveau de la route, la chaussée, c'est uniquement pour les eaux pluviales. Pour que, par gravitation, les eaux qui tombent sur la chaussée convergent vers les caniveaux qui sont au niveau de l'extrémité des trottoirs et des accotements. Ça, je parle des caniveaux ouverts. Alors, il s'agit de nettoyer la route des eaux. Vous savez que les eaux constituent non seulement un problème pour la stabilité de la route en termes de résistance, mais surtout aussi pour la circulation. Autrement dit, la glissance et tout ce qu'il y a comme manque de visibilité. Oui, mais techniquement, concrètement, aujourd'hui, la plupart des routes à Conakry sont dégradées, les routes sont dégradées, mais est-ce que c'est un problème technique qui fait que quand les routes sont aussitôt construites, elles sont aussitôt dégradées? Justement, je parle sur l'angle technique. J'enchaîne pour dire que les caniveaux servent donc à enlever les eaux sur la chaussée, mais aussi les eaux sauvages qu'on appelle les eaux intruses qui quittent les quartiers, etc. Pour ne pas qu'elles envahissent la route. Effectivement, le point bas là, les caniveaux servent donc à récupérer toutes ces eaux-là et à les envoyer. Mais quand les eaux qui quittent dans les quartiers sont de nature à ne pas être capables d'être arrêtées rien que par les caniveaux qui sont construits généralement pour des objectifs de route, bien sûr, même si on prend le bassin versant, mais quelque part, il faut un autre système de collecte des eaux dans les grandes maisons, quand surtout le lotissement n'est pas tout à fait normal. Ces eaux-là donc tombent sur de grands espaces non lotis et affluent vers là où elles peuvent aller. Les caniveaux se trouvent jonchés. Quand surtout aussi nous faisons de nos caniveaux des poubelles, pour aller sur le plan route, pourquoi nos routes n'ont pas la santé généralement pendant la saison des pluies? C'est que l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. À ce niveau-là, techniquement, il y a des essais pour pouvoir doter la route, n'est-ce pas, des qualités de sol extrêmement performantes. La nature nous réserve tout ça là. C'est que il y a des essais qu'on appelle la limite d'Atterberg. Il s'agit de déterminer l'indice de plasticité, la limite de plasticité. Je prends un cas de sol relativement bon, en tout cas bon, mais de la plus petite classe. Parce qu'il y a 5 classes de sol, dont 2 qui sont de mauvaise qualité, 3 qui sont bons. Mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail à cause du temps. Alors, quand vous prenez par exemple un sol généralement utilisé dans la sous-région qu'on appelle la latérite gravelleuse, vous avez sa granularité, c'est-à-dire la dimension de ces grains qui varie entre 0 à 20 mm. Et que le pourcentage des fines, c'est-à-dire des grains fins qui passent par le tamis qu'on appelle 80 microns, c'est-à-dire les dimensions de ces tamis-là, c'est 80 microns, ne dépasse pas 10 à 35%. Et que la teneur en eau qu'il faut pour faire le bon compactage varie entre 7 à 12%. Et que le CBR,
Californian Bearing Ratio, c'est-à-dire l'indice portant qui permet de déterminer la portance de la route, hein, varie entre 20 jusqu'à 100. Et que la densité, à densité sèche, lorsque vous avez fait votre compactage et que vous avez trouvé que c'est bon, enfin, ça peut être admissible, il faut que la compacité là soit au moins de 95%. Que tout ça, je termine par dire que la densité sèche, je termine par dire que la densité, le poids volumique de ce sol compacté doit varier entre 1,9 à 2,30 tonnes, c'est-à-dire le mètre cube. Donc, vous avez, je peux vous parler de l'indice de gonflement, je peux vous parler de beaucoup de choses. Est-ce que tout ça c'est pour dire que c'est le mélange que ces ingénieurs sur les routes à Conakry qu'ils ne respectent pas ou bien effectivement le problème c'est où? Justement, c'est important. Respecté? Cela veut dire quoi? Ça c'est un volet technique. C'est ce qu'il faut. Entre ce qu'il faut et ce qu'on fait, voilà tout le problème. Pourquoi? Parce que c'est dit dans le cahier de charges. Si l'entreprise n'est pas à la hauteur de faire ce travail-là, si la mission de contrôle n'est pas à la hauteur d'exiger ce type de contraintes, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas la meilleure qualité de sol, hein, mais c'est la qualité, c'est l'une des qualités admissibles. Il y a d'autres volets plus importants que ça. Hein. Quand vous prenez les CBR, vous prenez l'orniérage, vous voyez que les sols sont très peu déformables. Ça peut aller, comme les concassés de carrière. Hein. Tous les sols qui ne sont pas du tout réceptifs à l'eau, tous ces sols-là sont bons. Hein. Donc, il y a beaucoup de graves victimes pour éviter que les remontées capillaires se produisent. Hein. Les graves non traités qu'on appelle GNT, il y a ce qu'on appelle la lithostabilisation. Tout ça là concourt à rendre le sol mécaniquement très fort, mais toujours il y a des essais qui accompagnent pour tester la route par rapport à son moment le plus difficile d'exercice qu'on appelle la saison des pluies. Oui, le Guinéen lambda qui vous suit, par exemple, techniquement, il ne comprendra pas tout cela. Quand nous voyons à l'approche de la saison des pluies, il y a des nids de poules un peu partout sur les routes à Conakry, et nous voyons qu'il y a le badigeonnage justement de toutes ces routes-là, de tous ces points vraiment qui causent des problèmes aux ayants droit. Justement, aujourd'hui, ces routes, une fois que c'est badigeonné, et dès que la saison pluvieuse fait son passage, et nous voyons automatiquement que c'est dégradé. Est-ce que c'est pour dire que ces ingénieurs, n'est-ce pas, font une sorte de raquette au gouvernement et ne font pas bien leur travail? C'est une poudre aux yeux. À vous entendre, on a l'impression que c'est un mouvement corporatiste. C'est-à-dire qu'un bloc uni qui est là et qui fait face à d'autres entités. Non, ce n'est pas ça. Essayez de donner plus d'importance aux bons techniciens. C'est dans ça qu'on peut sortir du trou. Toutes les causes de la dégradation ne relèvent pas seulement que des simples techniciens. Ça dépend des décideurs. Vous savez que la Guinée a une tradition de faire des routes qui sont toujours en éternel recommencement. Vous comprenez? Oui, justement, ça c'est dû aux techniciens qui travaillent sur le terrain là-bas. Le mot est simple. On ne comprendra pas, oui, tel technicien il est bien, tel autre il n'est pas bien, mais on verra le technicien en tant que tel. Comment les techniciens sont choisis? C'est sur la base de ce qu'on appelle l'appel d'offres. Ce sont des entreprises qui travaillent. Qui fait le choix de l'entreprise? Sur la base de quoi les entreprises sont choisies? Donc, il faut faire un bon choix d'entreprise. Parce que quand vous dites ingénieur, technicien, c'est un grand mot. Mais est-ce que moi, Balamsa Konaté, qui suis assis devant vous là, j'ai la paternité des routes qui ont marché dans le pays ou bien les routes qui n'ont pas marché? Non. J'ai mon entité, là où on me commet, c'est là-bas qu'on doit me juger. Mais vous savez, quand vous avez dit que les téléspectateurs ne comprennent pas, je vous ai toujours dit que je m'adresse à 3 camps. Je m'adresse aux citoyens lambda. Il faudrait qu'ils fassent de l'effort pour relever leur niveau de compréhension par rapport à tout ce qui est important pour eux. Parce qu'avant tout, c'est leur argent qui est utilisé, c'est le contribuable. Hein? Donc, ils doivent comprendre, ils doivent relever leur niveau de compréhension.
Je crois que l'informatique, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme exploit, chacun fait de l'effort pour comprendre. Pourquoi ne pas faire des efforts pour comprendre ce qui est considéré comme le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire la base matérielle de la démocratie, ce sont les infrastructures. Hein? Donc, les gens doivent essayer de comprendre. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intervenants sur la route qui ne sont pas du métier. Oui, vous, en tant qu'ingénieur... Qui ne sont pas du métier. Donc, quand je parle, c'est comment une régulation pour permettre à chacun de comprendre. Oui, vous, en tant qu'ingénieur et technicien, que doit faire aujourd'hui concrètement quel rôle les ingénieurs doivent jouer dans le développement de nos routes pour que ces routes-là soient pratiquement rentables pour le pays? Je vous remercie de cette question très importante. C'est que les techniciens ne doivent plus se considérer comme des receveurs d'ordre, rien que des receveurs d'ordre. Je crois que depuis 2 ans, c'est ce travail-là que j'essaie de faire. C'est que nous sommes avant tout des intellectuels. Pour faire une école d'ingénieur, il faut avoir quand même un bagage intellectuel. Donc, nous sommes des agents du développement du pays. Vous savez, quand vous voyez l'importance de la route pour un pays, vous ne pouvez pas imaginer que ceux-là qui sont à la base de ça soient laissés pour compte. Ce n'est pas possible. Et personne ne les laisse pour compte, surtout maintenant en Guinée, où vraiment la liberté, même d'expression, de mouvement, est vraiment consacrée. Tout le monde a la possibilité de proposer quelque chose aux décideurs. Personne ne sera poursuivi parce que tu as dit la vérité. Alors, pourquoi ne pas profiter pour faire suffisamment, laisser son nom dans l'histoire? Nous sommes des agents de l'économie. Cela veut dire que quand nous faisons des routes, nous devons tout faire pour que ces routes-là accompagnent le développement. C'est quoi? Vous savez, en faisant la projection, il y a des routes qu'on appelle les routes de liaison, le trafic de liaison. Souvent, c'est ce qu'on appelle les autoroutes. C'est-à-dire, l'origine et la fin, c'est ça qu'on considère. C'est-à-dire, quand vous quittez d'un point A jusqu'au point B, il n'y a même pas de relation avec les riverains. Ça, c'est pour permettre la fluidité au maximum possible et la rapidité. Ensuite, il y a les routes de transit. C'est-à-dire que l'origine du tracé l'origine du tracé et la fin du tracé ne sont pas pris en compte, mais par contre, l'intervalle entre les deux là, c'est là-bas où on fait les études. C'est comme la route Kishidou-Guéguidou actuellement. Notre projet ne concerne pas Kishidou Centre. Ça ne concerne pas Guéguidou Centre, mais c'est entre les deux. Alors, en développant ces zones-là, on peut permettre à d'autres investisseurs de venir s'implanter entre les deux pôles. Hein? Ça peut développer la zone. Ça peut attirer les investisseurs à venir dans le cadre du développement socio-économique. Investisseurs nationaux comme étrangers, sur d'autres secteurs encore. Parce qu'au moins, l'une des composantes majeures pour la faisabilité économique consiste à résoudre le problème de désenclavement et même de transport. Il ne faut pas que nous soyons comme des simples marionnettes où, moi on m'a dit seulement de faire la route. Même quand techniquement, économiquement, vous savez que ça ne peut rien faire. Non, nous ne devons plus nous arrêter ça. Nous devons aider. Déjà, celui qui a eu la volonté de dire qu'il faut faire ça, c'est ce qui est très important. Donc, nous devons tout faire à travers notre savoir-faire, d'accompagner cette volonté-là par la matérialisation de la route, mais de faire que cette route-là puisse durer. Maintenant, c'est possible avec les matériaux qu'on utilise, que ces routes-là puissent durer 30 à 40 ans et que la rentabilité soit toujours croissante et que nous vérifions que ça contribue effectivement au développement de la nation. Voilà, donc ça c'est une importance. On est pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin, c'est des mots d'espoir. Plus que jamais, la Guinée a la chance aujourd'hui de dire que elle est une fois de plus ouverte au monde. Nous avons toute la possibilité aujourd'hui d'être en relation avec les investisseurs étrangers. Nous avons des décideurs qui ont la volonté effectivement de doter la Guinée des infrastructures modernes, fiables. Nous, techniciens, comportons-nous en sorte que nous puissions accompagner effectivement ces bons décideurs, parce que la chance, elle ne sourit pas toujours. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Konaté, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui nous suivez derrière vos petits écrans.
Merci également à toute cette équipe qui m'a accompagné ce soir dans le cadre de la réalisation de cette émission. Et quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro.